À l'instar d'Avatar 2, ce film est une bombe atomique lâchée sur le film qui l'a précédé. Il est bien pire qu'une crotte qui aurait de belles couleurs, comme certains pourraient le qualifier. Afin d'exposer efficacement ce que j'entends par là, petit rappel du film Tron Legacy et de pourquoi ce dernier est rentré dans la catégorie film culte quand Ares lui n'a aucune chance d'y parvenir. La racine de cette divergence tient principalement dans la différence de philosophie qui sous-tend le scénario du film. Tron Legacy parle à la sensibilité masculine alors que Tron Ares refuse de flatter les goûts du public masculin en oubliant qu'il ne peut pas non plus racoler le public féminin comme peuvent le faire les films de l'Acadie de Twilight ou de 50 nuances de Grey, qui n'est pas forcément flatteur pour la gente féminine. Avec environ 65 à 70% d'hommes dans le public contre 30 à 35% de femmes, vous aurez de bien grandes difficultés à me contredire efficacement. Synopsis de Tron Legacy. Sam Flynn est jeune et rebelle et se retrouve à la tête d'Encom, une puissante entreprise technologique. Pourtant, il refuse d'assumer ce rôle, en partie à cause de l'absence de son père Kevin Flynn, actionnaire majoritaire d'Encom. Il apprend l'existence d'un message de son père le menant à une salle d'arcade désaffectée. En explorant les machines, il se retrouve téléporté à l'intérieur de ce qui est appelé la grille, un monde virtuel. Dans la grille, il est secouru par Cora, qui le mène à son père. Ce dernier refuse de sortir de la grille parce que cela permettrait à l'antagoniste de rentrer dans le monde réel. Finalement, Kevin Flynn se sacrifie pour vaincre l'antagoniste et libérer son fils du poids de ses propres erreurs. Ressorti grandi par l'exemple du sacrifice héroïque de son père, Flynn prend les rênes de l'entreprise Encom. Quant à Cora, la scène de fin sur la moto et le fait qu'elle puisse enfin voir le soleil symbolise le fait qu'elle peut enfin être en sécurité et compter sur le soutien de quelqu'un, contrairement à sa vie de solitude dans la grille où elle était menacée d'extermination en raison de sa race par l'antagoniste. Ceux qui savent lire entre les lignes ont très vite compris l'allégorie du père qui transmet son œuvre à son fils tout en mettant tout en œuvre jusqu'à sacrifier sa vie pour le protéger de ses propres erreurs. Le fils immature transformé par l'exemple de son père et passant finalement de l'âge adolescent à l'âge adulte par l'acceptation du devoir et des responsabilités. Ou encore la femme délivrée de la peur et de la solitude par le choix d'accorder une confiance entière à un homme. Chaque fois que la femme n'est pas à la cuisine, il y a désordre. Je paierais cher pour entendre les cris indignés de certains. En somme, un film empreint de valeurs traditionnalistes européennes, de valeurs chrétiennes, qui défend la vision selon laquelle il est noble de se sacrifier pour l'avenir de ses enfants. La déconstruction de Tron. Dans Tron Ares, le focus du film consiste très ironiquement à détruire l'héritage du film en détruisant le film Tron l'héritage, Tron Legacy en anglais. Puisque Eve, notre protagoniste, son rôle dans Tron Ares peut assez facilement être synthétisé par la scène dans laquelle Jodie Turner et Jared Leto se battent pendant qu'elle assiste à la chose, mais par l'opération de Saint-Esprit, vous comprenez qu'elle est toujours la clé de tout ce qui se passe dans ce film. Ne vous inquiétez pas, même si vous voyez qu'elle ne sert à rien, le film vous glissera qu'en fait, au fond, ce ne serait pas arrivé si elle n'existait pas. SpaceX qui arrive à récupérer ses boosters, c'est Eve. La fin de la guerre Israël-Palestine, c'est Eve. Le P d'une libellule, c'est Eve. Donc dans le film, Eve est la nouvelle PDG d'Encom parce qu'il fallait, bien entendu, que Disney piétine la moindre trace de traditionnalisme européen, de traditionnalisme chrétien, dans ses franchises. Forcément, puisque Eve, c'est la meilleure de tous les temps, grâce à son pouvoir secret, les ovaires, elle trouve le code magique qui rend les hologrammes de la grille réelle. Dans ce film, évidemment, qu'Eve ne manifeste aucun intérêt pour un homme. D'ailleurs, elle parle de façon assez suspecte de sa sœur, d'une manière qui a des sous-entendus interdits par la loi. Il faut rajouter à tout ça le fait que le film a pour seule proposition de vous montrer que c'est cool, parce qu'Eve a découvert quelque chose que personne n'avait découvert.
Et c'est bien parce que c'est une femme forte et indépendante. Il n'y a pas d'enjeu dramatique dans ce film, puisque si vous êtes normalement constitué, vous ne vous faites pas du souci pour les personnages. Il n'y a pas non plus d'évolution de personnage. Eve commence, c'est un génie sans défaut, et elle finit de la même façon. Elle n'a aucun dilemme moral à affronter ou à surmonter. L'adversité à laquelle elle fait face, elle a juste besoin d'un peu de temps pour la vaincre. Ares, lui, il commence, c'est une marionnette prête à exécuter n'importe quel ordre. Il poursuit Eve par tout moyen, est prêt à causer des accidents mortels à des innocents, mais en voyant qu'Eve va être tuée lorsque Dellinger tente d'extraire le code magique à la con de son cerveau, là il a subitement des états d'âme, comme s'il lui prenait une soudaine envie de pisser. Si au moins le film nous avait montré que peu à peu Ares il avait une prise de conscience que ce qu'il faisait était mal, ou qu'il avait montré une alchimie entre Eve et Ares, par des expériences communes leur permettant de s'apprécier, par exemple, ok. Sauf qu'il n'y a rien de tout ça dans ce film. Autre chose hautement pénible, c'est que la plupart du temps dans le film, Eve elle est sauvée par la restriction des hologrammes de la grille qui ne peuvent pas se maintenir dans le monde réel plus de 29 minutes. Tu parles d'une résolution satisfaisante après une course-poursuite. C'est vraiment le principe de gagner du temps pour dire de gagner du temps, quoi. Autre chose un peu énervante, en soi il suffirait que nos idiots de personnages principaux s'éloignent des méchants, ce que leur matériel indispensable, qui consiste en des ordinateurs portables et des lasers portatifs, leur permet de faire, et ça forcerait les méchants à aller chercher nos héros puis à les ramener, ce qui, en prenant en compte leurs contraintes de temps des 29 minutes, leur mettrait une épine bien large dans le pied. Autre petit truc, on a quand même une subtilité de camionneur dans tout le film, où même les plus lents à la comprenette auront bien saisi que les méchants sont en rouge et les gentils sont en bleu. Le clou final sur le cercueil de ce film, c'est que même l'antagoniste, il se fait humilier en permanence dans sa relation toxique avec sa mère, mais qui le gifle comme ça, qui le trahit en essayant de le virer de son entreprise, puis au moment de rendre l'âme, alors qu'il la prend dans ses bras, elle lui dit que tout ce qui se passe de mauvais est de sa faute, avec vraiment un idéal de parentalité qui va sûrement en inspirer beaucoup. Ce film, c'est une synthèse de tout ce qui ne va pas dans l'idéologie woke, des relations toxiques, le refus d'exister en partenariat, la glorification d'une forme d'égoïsme absolu avec Eve, qui est une espèce de créature inhumaine, sans défi, sans défaut, qui n'échoue en rien, et qui en plus n'aime personne. Bon alors quand même, le truc notable avec ce film, c'est que tenez-vous bien à vos pyjamas et vos chaises, les critiques ciné sont globalement du même avis que moi. Priez intensément parce que l'astéroïde libérateur risque de frapper la Terre. Il faut dire qu'il faudrait être doté d'une mauvaise foi à toute épreuve pour venir nous sortir que c'est un bon film. Bref, sur ce, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, activez la cloche des notifications, laissez un commentaire pour faire savoir ce que vous avez pu penser de cette vidéo, et je vous retrouve au fil de l'actualité.